Bonjour à tous, merci d'être restés pour cette session, un petit peu effectivement, enfin un petit peu pour le coup même beaucoup différente par rapport aux autres sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'était aussi pour moi l'occasion de venir aussi à votre rencontre et puis de partager un petit peu les différentes évolutions en matière de référencement naturel, puisque on est souvent confronté, on est souvent amené, confronté étant un lapsus révélateur finalement, on est souvent amené à travailler effectivement avec des web designers, avec des développeurs, avec des intégrateurs, et nous sans parfois certaines difficultés. L'idée c'est de vous montrer un petit peu tous les champs des possibles et comment le référencement naturel a évolué ces derniers mois, puisqu'il y a une évolution extrêmement forte de la part de Google, une évolution plutôt en termes de communication en réalité, c'est-à-dire que Google chaque année son algorithme enregistre grosso modo entre 450 et 500 mises à jour qui sont faites, donc il y a toujours il y a un rythme extrêmement soutenu de mises à jour qui sont réalisées par Google. La différence, c'est que Google se met à communiquer de manière très importante, et on va le voir aussi un petit peu dans quel type de stratégie. Le sujet de la session, c'est le référencement multicanal. Ce petit graphique pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, en réalité, les stratégies de référencement et les critères d'optimisation du référencement que vous connaissez déjà bien s'appliquent à tout un ensemble, ou doivent s'appliquer, c'est notre credo en tout cas, à première position, doivent s'appliquer sur l'ensemble des différents leviers et l'ensemble des différents canaux que Google met à notre disposition aujourd'hui, mais pas que Google en réalité. Donc on a toute la déclinaison des services et qu'on va aborder plus en détail aujourd'hui. Donc on commence le référencement naturel par Google Web, mais on peut aussi faire du référencement sur Google Actualité, sur Google Maps, sur Google Images, vidéo, Google AdWords, Google Shopping, les blogs, Google Blog et Google Forum, Google+, mais également en réalité sur toutes les différentes plateformes qui s'offrent à nous, que peut être Facebook, Flickr, YouTube, Dailymotion, Pinterest, SlideShare, etc., etc. La logique, c'est quoi? C'est que l'intelligence référencement naturel aujourd'hui doit s'appliquer sur tout format, tout support, pour permettre de gagner en termes de visibilité et réussir à générer beaucoup plus de trafic. Alors, on va reprendre ensemble les différents canaux. Le canal numéro 1 étant donc le canal Google Web, c'est celui qu'on connaît le plus et le canal le plus traditionnel en matière de référencement naturel. Avant, je voulais voir un petit peu avec vous si vous connaissiez le zoo de Google, qui est en train de prendre de plus en plus d'espace et avec de plus en plus d'animaux. Qui a entendu parler de Google Panda? Pas mal. Google Pingouin. Pareil, ça commence à prendre, preuve que la communication de Google est assez intéressante. Petit rappel dans le temps, la première mise à jour de Google Panda, elle a eu lieu donc le 23 février. Et je vous ai mis la date de la dernière mise à jour, donc on est passé de la 1.0 à la 3.6. J'ai pas fait le calcul, mais je vous laisse compter ou trouver le nombre de mises à jour que Google a réalisé de Google Panda. Quand nous on a vu arriver Panda, on pensait que ça allait être une seule mise à jour qui était appliquée sur son algorithme, et puis ensuite qu'on passerait à d'autres nombre de mises à jour. En réalité, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tous les mois, on a une mise à jour de Google Panda. Donc aujourd'hui, on doit en être à, je sais plus, la 20e, 25e version de Google Panda. On a arrêté de la compter. Google Panda, ce que la mise à jour voulait sanctionner plus particulièrement, c'est effectivement ce qui concerne les contenus et la piètre qualité en termes de contenu, parce que soyons clairs, certains référenceurs sont allés beaucoup trop loin en termes d'optimisation du référencement, et Google est en train de sonner la fin de la récréation, et notamment avec l'arrivée de Google Pingouin. Première mise à jour le 24 avril 2012. Aujourd'hui, il y a quelques jours en arrière, donc le 6 juin 2012, on était déjà à la 3e version de Google Pingouin, et on est reparti dans un même rythme de mise à jour mensuelle de Google. Donc là, on aura Pingouin. La question, c'est effectivement, finalement, le prochain, quel sera-t-il? Donc il y a beaucoup de spéculations dans le domaine du référencement, c'est le petit jeu du moment. Est-ce que ça va être un zèbre? Est-ce que ça va être une orque, une pie, une panthère, un dalmatien? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Google a beaucoup d'humour, puisque si vous remarquez, moi j'avais pas fait attention au début quand j'ai vu arriver le panda. Quand j'ai vu arriver le pingouin, je me suis dit là quand même, à chaque fois c'est un animal qui est donc un animal blanc et un animal noir. Est-ce que vous connaissez l'histoire des Black Hat SEO et des White Hat SEO? Un peu moins.
À l'image, finalement, voilà, à l'image de ce qui peut de ce qui existe dans le domaine de l'informatique et dans le domaine du développement, parce qu'en fait le Black Hat et le White Hat SEO nous vient exactement du même milieu au départ. Les White Hats, ce sont donc les chapeaux blancs dont je fais partie, et c'est les gentils référenceurs qui respectent les guidelines de Google, ou tout du moins qui poussent la limite jusqu'à voilà ne pas dépasser ce que Google n'autorise pas. Et puis les Black Hat SEO, donc c'est tout simplement les spammers et ceux qui manipulent et ne respectent ni les utilisateurs finaux ni en réalité Google. Et donc voilà, Google s'amuse à nous mettre finalement des animaux qui représentent les deux couleurs, et tout ça ne tient pas au hasard. La conclusion, c'est que Google cherche à instaurer une peur permanente dans les esprits des développeurs, des webmasters, des référenceurs, avec une mise à jour impactante tous les mois, et pour nous rappeler effectivement qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi en termes de manipulation de ces résultats. Donc on n'a pas fini encore d'entendre parler de Pingouin, qui lui sanctionnait plus particulièrement les liens, mais je vais y revenir. Si vous êtes là, je pense que vous êtes intéressé pour connaître le critère 2012 et le secret du référenceur en 2012, je vais vous le donner. C'est celui-ci, c'est la désoptimisation. C'est-à-dire qu'en fait, oubliez à peu près tout ce qu'on vous a dit en matière de référencement. Le plus grand danger auquel vous vous exposez aujourd'hui et qu'on rencontre à peu près tous les jours vis-à-vis des prospects qui nous contactent, eh bien c'est qu'effectivement, en 2012, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire il faut optimiser votre balise title, votre balise description, vos H1, vos attributs ALT, j'en passe des meilleurs. Il y a une littérature qui est extrêmement abondante sur le web qui vous explique ça très bien et depuis des années, ce qui fait que on est nombreux, même trop nombreux aujourd'hui, à avoir trop bien compris les mécanismes du référencement naturel, et aussi à imaginer que le référencement naturel était un truc relativement simple, genre j'optimise ma balise meta keyword et je fais mon référencement. Qui parmi vous renseigne la balise meta keyword sur son site internet ? Arrêtez tout de suite, hein, ça ne sert plus à rien depuis 2004 environ, 2004-2005. La balise meta keyword ne sert pas du tout au positionnement ni au référencement d'un site internet. La balise meta description, le fait de mettre des mots-clés dedans, n'a aucun impact en termes de positionnement, mais aura un impact en termes de call to action pour effectivement inciter l'internaute à cliquer plus sur un résultat que sur un autre. Mais que diable, arrêtez de nous embêter avec les balises meta keyword, parce que c'est une balise qui a été largement dévalorisée par Google, qui la prend plus en compte depuis un peu plus de 6 ans. Le danger, c'est donc d'avoir trop bien compris le référencement naturel et de suroptimiser l'ensemble des éléments que vous pouvez mettre sur votre site. Il y a un mythe, c'est pas un mythe parce que ça a été vrai par le passé, mais c'est totalement obsolète aujourd'hui également, qui est ce truc de l'indice de densité de mots-clés dans une page. Quand on a commencé le référencement en 99, c'est vrai, sur Altavista notamment, il y avait un chiffre un peu près magique et que je peux vous révéler aujourd'hui, qui était entre 3,5 et 3,8% de densité de mots-clés dans une page, qui permettait de positionner à peu près tout et n'importe quoi sur Altavista. Aujourd'hui, l'indice de densité, pareil, c'est quelque chose qui n'est plus du tout utilisé par Google, parce que Google s'est bien rendu compte qu'au bout d'un moment, on commençait vraiment à tomber dans ce qu'on appelle le keyword stuffing, c'est-à-dire la répétition de 5 fois, 10 fois du même mot-clé dans la page, ce qui rend le contenu assez indigeste vis-à-vis de l'internaute. La bonne pratique aujourd'hui, c'est d'utiliser des synonymes et de varier le plus possible vos optimisations, parce que sinon, vous allez vous exposer en fait à un filtre de la part de Google qui va trouver que la page va être suroptimisée et aura tendance à la pénaliser. Dans le même esprit, on parle de notre métier. Alors, vous trouverez tout un ensemble de liens dans la présentation que vous pourrez recevoir pour aller visiter différents articles. Dans le métier, il y a une expression qu'on utilise de plus en plus et que j'apprécie particulièrement, qui vient de Laurent Bourrelli, un référenceur bien connu dans notre communauté, et qui s'appelle la triplette du bourrin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, il faut mettre des mots-clés dans le title, dans le H1, dans l'attribut ALT, on se retrouve avec des sites aujourd'hui au niveau de la réécriture des URL, donc les mêmes mots-clés, certains mots-clés dans les URL. Ensuite, on a la balise title avec les
les mêmes mots-clés. Ensuite, on a le H1 avec les mêmes mots-clés, l'attribut ALT avec les mêmes mots-clés, et tout ça risque effectivement de vous faire tomber là aussi dans de la suroptimisation, et c'est d'autant plus vrai pour les nouveaux sites. C'est-à-dire que ce qui est particulier aujourd'hui dans le référencement, c'est que un nouveau site internet, si vous vous amusez à faire la triplette du bourrin, à faire du keyword stuffing, donc à suroptimiser les mots-clés, ouais, vous avez beaucoup de chances que le site soit filtré. Je dis bien filtré et pas pénalisé. Faut pas exagérer non plus sur les peurs, mais la conséquence est la même, c'est que le site, vous ne le verrez pas ressortir dans les résultats. La bonne pratique aujourd'hui, c'est de varier vos optimisations, et donc notamment cette fameuse triplette qui représente les éléments clés en termes d'optimisation. La réécriture d'URL, c'est important, je dirais, si vous lancez un nouveau site pour la mettre en place dès le départ. Maintenant, sur un site qui a toutes ces pages qui sont référencées, faire de la réécriture d'URL ou pas, c'est pas ce qui va permettre d'améliorer le référencement du site. Et surtout, nous, on préfère largement privilégier aujourd'hui la stabilité des URL, c'est-à-dire que la réécriture d'URL doit être préconisée à partir du moment où on décèle des problèmes d'indexation des pages et qu'on trouve des URL avec 3, 4, 5, 6 passages de paramètres qui peuvent effectivement bloquer le crawl de Google à un moment donné. Mais si les pages des sites sur lesquels vous travaillez sont parfaitement référencées, il vaut mieux effectivement garder une certaine stabilité plutôt que de rentrer dans ce qui peut être parfois une usine à gaz avec la mise en place de redirection 301. Troisième critère de désoptimisation, pour ainsi dire, je me surprends moi-même de faire cette reco puisque j'ai passé à peu près 12 ans à faire la recommandation totalement inverse. C'est effectivement vis-à-vis des encres de vos liens de ne pas tomber dans la suroptimisation, et notamment aujourd'hui avec notre ami Google Penguin, on est amené à recommander à nos clients qui sont allés trop loin sur l'optimisation du netlinking, on est amené à leur recommander de mettre en place des encres de liens avec les termes cliquez ici, en savoir plus, de leur faire mettre le nom du site, le nom de domaine. Je sais que ça peut surprendre peut-être certains d'entre vous, mais ça fait partie des nouvelles donnes en matière de référencement où effectivement on doit redonner un caractère de plus en plus naturel, et si Google voit dans votre stratégie de netlinking que tous vos liens sont optimisés toujours avec la même encre de mots-clés, effectivement à un moment donné il va se dire cette stratégie de netlinking elle est plus vraiment naturelle, ce qui fait que effectivement sur certains prospects qui nous contactent qui sont fait toper par le Penguin, la reco c'est de désoptimiser des encres de liens, et on leur fait mettre en place sur des sites, pas sur tous les sites, faut pas exagérer, mais de redonner en tout cas un dimensionnement naturel à leur stratégie de netlinking. Quatrième élément, générer des liens depuis des sites, des blogs, des réseaux sociaux, et même si ces liens sont en nofollow. Même principe. Si vous avez une stratégie de... Alors, je suis désolé, je vais vite, mais parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Nofollow, ça parle à tout le monde, on est d'accord? Ouais. Peut-être un peu timide. Le nofollow, c'est des liens qui ne sont pas suivis par le moteur de recherche, qui ne vont pas compter en termes de popularité. Si votre stratégie de netlinking, c'est 100% de liens qui sont en dofollow, là aussi pour Google, à un moment donné, ça ne va pas paraître comme étant quelque chose de naturel. Donc il n'y a pas de pourcentage précis, mais je dirais avoir entre 5 et 15% de liens qui sont des liens en nofollow, c'est effectivement un élément important dans votre stratégie de référencement pour lui donner un caractère naturel. N'ayez pas peur de mettre en place des liens vers des sites externes. Alors c'est pas forcément peut-être vous qui êtes concerné, mais peut-être les clients auxquels vous pouvez être confrontés. C'est une reco qu'on donne depuis des années, on se bat encore aujourd'hui. Quand on dit à nos clients, mettez des liens sortants vers d'autres sites qui sont eux-mêmes bien référencés sur la thématique sur laquelle vous voulez vous positionner. Parce que souvent on nous dit oui, mais si je mets un lien vers un site externe, ça va créer une fuite de trafic, ça va créer une dilution du PageRank, une perte de jus de lien pour ceux qui sont les plus éveillés en termes de stratégie de référencement. Oubliez tout ça parce que mettre en place des liens externes vers des sites qui sont bien référencés sur votre thématique, ça va effectivement permettre de redonner
une certaine autorité, une certaine confiance vis-à-vis de Google, qui va voir que votre site est légitime sur cette thématique. Donc on parle beaucoup des liens entrants, on parle très peu des liens sortants, mais ça fait aussi partie d'un critère en termes de référencement. Dernier élément qui est en train de changer, c'est effectivement la suroptimisation au niveau des noms de domaine. La recommandation, c'est effectivement avoir un nom de domaine avec un mot-clé fort, c'est bien. Avoir un nom de domaine avec une succession de mots-clés et une suroptimisation vous expose, si c'est donc notamment un nouveau site, vous expose à un certain filtrage. Indépendamment de ça, et pour illustrer les différents critères en termes de référencement naturel aujourd'hui, on est clairement vers une évolution et une synergie, je dirais, entre le référencement naturel au sens traditionnel et le référencement sur les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en reparler. Pour illustrer les différents efforts et les différents critères, on utilise cette pyramide de Maslow. La base d'une optimisation du référencement, ça reste bien entendu une base technique sur laquelle le code est optimisé au niveau des titles, les H1, les attributs LT, les URL, les micro-formats, les micro-données, l'arborescence, donc d'avoir une arborescence et une hiérarchie dans cette arborescence, la mise en place d'un sitemap, notamment si vous avez beaucoup de pages à référencer, un robot TXT pour interdire l'indexation de certains contenus à Google, et notamment des pages qui ne sont pas pertinentes, ou interdire le référencement des pages de recherche si vous avez un moteur de recherche interne, parce que là aussi par le passé on a vu pas mal d'abus de ce côté-là. Et puis un dernier critère technique qui est en train de prendre de l'importance, qui est ce qui concerne les performances au niveau serveur, donc au niveau des temps de chargement. Alors bien entendu, c'est important de les travailler en termes d'ergonomie et d'utilisabilité pour les visiteurs, mais ça passe de devenir effectivement un critère pris en compte, c'est-à-dire qu'un site lent à charger, Google pourra avoir tendance à le faire redescendre un petit peu dans les classements. Maintenant, s'il est très lent, le site ne sera pas ultra, je dirais, filtré et pénalisé, mais c'est une nouvelle donnée que Google a fait rentrer. Une fois que vous avez optimisé la technique, on a l'optimisation des contenus. Avec l'arrivée de Panda, donc c'est vraiment important d'avoir du contenu unique et du contenu original qui n'a pas déjà été publié sur d'autres sites, puis les critères classiques d'optimisation, les titres, les chapeaux, les noms de fichiers, et d'avoir des stratégies de link baiting, c'est-à-dire des stratégies qui consistent à publier du contenu qui intéresse vraiment vos utilisateurs et qui va permettre de générer du lien spontané vers votre site web à référencer. La popularité, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, je vais avancer. Un point en termes de popularité, ou une bonne pratique qui permet là aussi d'améliorer le référencement naturel, qui concerne l'optimisation du maillage interne. On en a tellement fait sur cette histoire du PageRank, sur cette histoire de générer des liens vers votre site pour le faire remonter dans les classements, qu'on est passé... On passe parfois en tout cas à côté de cette optimisation donc du maillage interne, qui consiste sur le site web en tant que tel, dans le corps des pages, à faire des liens depuis les autres pages, et surtout d'éviter cette mode qu'on a pu voir apparaître à une époque, qui est en footer, d'avoir un footer avec un bourrage de liens où j'ai 200 liens dans le footer pour renvoyer du maillage interne. La recommandation aujourd'hui, c'est plutôt de travailler sur des footers contextualisé, c'est-à-dire que par rapport à une thématique dans laquelle l'internaute peut se trouver, effectivement d'avoir des liens dans le footer qui soient en rapport avec la catégorie ou la thématique abordée par la page, plutôt que d'avoir le même footer sur toutes les pages et d'augmenter de manière trop importante ce nombre de liens en footer. Dernier élément qui tend à prendre beaucoup plus d'importance dans les années à venir, et c'est en tout cas notre conviction, c'est tous les critères qui tournent autour de l'autorité et de la réputation, à la fois de la réputation du site web, mais à la fois de la réputation de l'auteur qui va publier sur le site. Pour Google, l'utilisation des réseaux sociaux est un moyen de lutter contre le spam. À partir du moment où il se rend compte qu'on est tous en train de jouer avec des critères techniques en termes d'optimisation, parce qu'on a bien compris son algorithme, et bien au fur et à mesure du temps, Google va intégrer de
plus en plus les signaux sociaux, et donc tous les signaux sociaux qui peuvent être émis par Twitter, c'est-à-dire qu'un article qui va être retweeté de manière importante, eh ben, a déjà tendance aujourd'hui à remonter très rapidement dans les pages de résultats. Pareil pour les articles qui sont diffusés sur, notamment sur Facebook. Et puis au-delà de ça, et je l'aborderai après, eh bien effectivement, il va regarder la réputation de chacun d'entre nous. Petite nouveauté sur les métadonnées. Depuis mai 2012, donc sur une nouveauté en France, qui existait déjà aux États-Unis, mais qui n'était pas encore déployée chez nous, Google aujourd'hui intègre dans les rich snippets, donc dans les résultats enrichis, il intègre la photo de l'auteur d'un article. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller visiter notre blog, vous trouverez notamment la méthodologie pour la mise en place sur WordPress. Sinon, vous pouvez aller sur le site schema.org où vous retrouverez tous les standards sur lesquels les moteurs se sont mis d'accord. Donc il y a Yahoo, Bing et Google qui ont mis en place des standards au niveau de ces micro-données. Et puis un outil intéressant mis à disposition par Google, donc un outil de test des rich snippets. Une fois que vous avez intégré vos micro-données donc au format de votre choix, RDF, micro-format ou microdata, vous pouvez tester dans Google pour s'assurer que la page répond bien aux critères qui peuvent être, qui sont pris en compte par Google. Ce qui est intéressant avec l'insertion d'une vignette, de la vignette de l'auteur d'un article, c'est qu'effectivement cette vignette attire l'œil de l'internaute et ça va permettre d'améliorer le taux de clic dans les pages de résultats. Et Google est en train est assez ouvert aujourd'hui, je dirais, sur la prise en compte de ces photos de l'auteur. Et voilà, si vous avez un site qui est un petit peu populaire, entre 3 et 5 jours, vous pouvez réussir à faire afficher ces résultats dans la page de résultats Google. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle évolution, mais on voit encore, nous-mêmes, on se laisse prendre parfois à ce problème-là. Et on le constate très régulièrement chez nos clients ou les partenaires avec qui on travaille, qui est la personnalisation des résultats. La personnalisation des résultats, eh bien, c'est le fait que Google va être en mesure de changer l'ordre d'apparition d'un résultat, même si vous n'êtes pas connecté avec votre compte Google. Donc la personnalisation, ça existe depuis 2010. En 2010, il fallait être connecté avec son compte Google et les résultats variaient en fonction de votre historique de recherche, de votre comportement de recherche, les sites que vous avez les plus cliqués, et aujourd'hui avec l'arrivée de Google+, eh bien Google personnalise les pages de résultats en fonction de l'activité de vos cercles sociaux. Si vos amis ont beaucoup aimé un article, eh ben Google va personnaliser la page et faire ressortir cet article. La nouveauté, c'est que même si vous n'êtes pas connecté, Google va déposer un cookie qui est valable pendant 180 jours et qui va enregistrer vos comportements de recherche. Typiquement là, on fait une recherche, donc j'ai fait une recherche sur Google Shopping. Je vois un article que j'ai écrit sur ce sujet-là qui arrive en 3e position, juste derrière les 2 sites officiels de Google. Je me dis, waouh, je suis vraiment trop bon en référencement. Ouais, pas tant que ça. Comme le dirait Norman, faux. Le 3e résultat, c'est effectivement un résultat qui a été personnalisé. Je supprime les cookies dans mon navigateur et en réalité, mon article il est sur la 2e page de résultats. Donc soyez vigilants parce que si vous faites pas attention à ça, si vous videz pas votre cache, vos cookies et compagnie, vous dites regardez patron, on est premier sur tel mot-clé. Oui, forcément, si vous passez votre journée à cliquer dessus, votre patron va vous dire non, moi sur mon PC je l'ai pas. Et puis là, ça va commencer à donner lieu à des discussions qui peuvent être assez rigolotes par moment. Donc la bonne pratique, voilà, supprimez vos cookies et si vous voulez être sûr d'avoir des résultats neutres, vous rajoutez à la fin de l'URL de recherche de Google donc le signe et PWS égale 0, ça va annuler toute la personnalisation. Mais soyez vigilants parce que des fois, on tombe encore souvent sur ce type de cas où on doit passer un quart d'heure au téléphone pour expliquer voilà, la personnalisation. La bonne pratique qu'on a chez nous, c'est qu'on a un navigateur, généralement Mozilla, un navigateur sur lequel j'ai la navigation privée, j'ai pas de cookies, j'ai tout bridé pour avoir un navigateur le plus neutre possible. Et puis après, j'utilise mon Chrome de l'autre côté pour faire mes recherches en mode connecté et comme ça permet d'avoir toujours une vision normale, non personnalisée des résultats.
Deuxième canal, le référencement Google Images, Google Vidéo. Vous avez tous vu, parce qu'on a largement diffusé cette étude d'eye tracking sur le triangle d'or. Ça, c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, avec l'arrivée des insertions, des rich snippets, des insertions de résultats photos, des résultats vidéo, l'insertion d'une image, de la photo d'un auteur d'un article, effectivement ça change le comportement et le déplacement de l'œil des utilisateurs. On est plus aujourd'hui sur un mode de lecture en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces éléments, il faut qu'il y ait une vraie stratégie à mettre en place sur le référencement des images et le référencement des vidéos, parce que là aussi ça va générer un trafic plus important et parce que ça impacte beaucoup plus les pages de résultats. Je vais passer rapidement les critères juste pour insister sur ceux qui me paraissent les plus importants à mettre en œuvre aujourd'hui. De manière classique, mais je pense qu'une majorité d'entre vous le savent, c'est qu'effectivement, il faut optimiser ces images, ces vidéos au niveau du nom des fichiers avec des noms de fichiers qui soient explicites. Mais ce qu'on rencontre le plus régulièrement aujourd'hui, c'est soit des galeries photos qui sont développées en Flash, donc qui sont juste non indexables par les moteurs de recherche, soit on le voit vraiment de plus en plus. Quand je suis dans une galerie photo, je clique sur la photo et la photo elle s'ouvre, alors c'est pas un pop-up mais c'est un pop-over, la photo s'ouvre en surimpression de mon écran. La bonne pratique et la seule bonne pratique pour le référencement à la fois des photos et à la fois des vidéos, c'est d'avoir une page certes sur laquelle on a les vignettes des différentes photos et vidéos qu'on veut référencer et qu'on veut indexer, mais surtout d'avoir une page HTML qui héberge individuellement chaque photo et chaque vidéo. Parce que si vous avez 500 photos dans une galerie et que vous laissez les pages avec les vignettes, je clique sur la photo, elle s'ouvre en pop-over, eh bien vous allez avoir que quelques pages qui vont être référencées. Si vous intégrez une image par page HTML et que vous avez 500 photos, ça vous fait 500 pages de plus que vous pouvez faire référencer à Google, et en plus de ça, ça va vous permettre de pouvoir contextualiser l'image, parce que Google, pour comprendre le sens d'une image, eh bien, il va regarder l'attribut LT, il va regarder le nom du fichier, mais il va aussi regarder quel est le texte qui entoure l'image, et donc c'est ce qui lui permettra largement de remonter dans les classements. Et puis, bon, ça restera un critère assez vrai pour beaucoup de leviers. Diffuser le plus possible les photos, les vidéos sur les autres plateformes et aussi sur les réseaux sociaux, ça améliorera le référencement. Troisième canal, sur lequel je vais passer un peu plus de temps parce qu'il y a énormément d'avancées de la part de Google dans ce domaine-là, c'est donc tout ce qui concerne le référencement local, et puis aussi parce que on est en région, on profite pour rappeler un phénomène que nous on connaît tous de manière intuitive et que dont nos clients doutent parfois, c'est le phénomène repos, research online, pure chasse offline, c'est-à-dire je fais une recherche sur Internet et ma recherche sur Internet se transforme dans le fait d'aller acheter dans un magasin. Les sites web sur lesquels nous travaillons, notamment les sites e-commerce, vous le savez, on a entre 1 et 2% de taux de conversion. C'est-à-dire qu'entre 1 et 2% des visiteurs d'un site Internet vont convertir en achat. Dans un magasin physique, ce pourcentage est plutôt entre 50 et 60%. Donc il ne faut pas se voiler la face. Le e-commerce prend une ampleur très importante et représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires des entreprises. Ça veut dire aussi qu'il y a encore 85% du business qui est réalisé dans les magasins physiques. Et pour ça, l'Internet joue un rôle décisif, parce que effectivement, on est des apporteurs de trafic physique dans les magasins. Les gens recherchent sur Internet, trouvent le bon produit, le bon prix, et ensuite, eh bien, ils vont regarder s'ils peuvent trouver le magasin autour d'eux pour aller, soit pour ne pas payer les frais de port, soit pour avoir des conseils supplémentaires de la part du vendeur, soit parce que on ne veut pas attendre les délais de livraison. Voilà, je suis un fervent défenseur de l'Internet, mais je sais aussi garder du recul par rapport au volume qu'on représente encore aujourd'hui.
Tout ça pour dire que le référencement local prend de plus en plus d'importance pour générer du business dans les magasins physiques et Google l'a bien compris. Aujourd'hui, Google, lors d'une recherche, identifie l'adresse IP, hop, à partir de l'adresse IP et de la recherche, donc là notamment Hôtel Paris, il affiche des résultats, Google Maps, ça c'est extrêmement classique. La grande nouveauté qui est un peu passée inaperçue en France, j'ai même pas encore vu d'article francophone sur le sujet, c'est qu'effectivement par rapport à la géolocalisation que Google est capable de faire, eh bien aujourd'hui il est en mesure en fait de changer les résultats naturels, donc je parle pas des résultats Google Maps, ça c'est évident, mais il est en train de changer les résultats naturels en fonction de la localisation. Donc là j'ai tapé agence immobilière, donc agence immobilière, j'ai pas de mot-clé géolocalisé qui dit où est-ce que je veux trouver une agence immobilière. Par contre, Google m'a géolocalisé à Bordeaux et donc il a affiché en deuxième résultat une page là de Century 21 de l'agence immobilière à Bordeaux. Je vous invite à faire le test. Vous pouvez changer la géolocalisation et quand j'ai changé la géolocalisation à Marseille, eh bien Google a changé ses pages de résultats naturels. Autre évolution annoncée très récemment le 30 mai, c'est que Google Maps, Google Adresse est fusionné avec Google+. Donc aujourd'hui, on va plus parler de Google+ local, qui est donc l'intégration du réseau social de Google avec les pages Google Maps et avec l'intégration en plus des avis de consommateurs, notamment des avis de Zagat. Donc on est parti sur une mise en avant encore plus importante et que vous retrouverez quand vous êtes connecté sur votre réseau, enfin sur le menu local. La conséquence de ça, c'est quoi en termes d'optimisation? Et parce que là aussi, on rencontre très régulièrement des moteurs de recherche d'agences sur le site internet qui ne sont pas du tout crawlables par le moteur de recherche. Il faut bien comprendre qu'un internaute, un moteur de recherche comme Google, n'est pas capable de rentrer dans le moteur de recherche pour ajouter le lieu du magasin qu'il veut trouver. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement sur les sites web créer une page par agence, une page par localité sur lesquelles vous voulez vous référencer, parce que cette page-là, on va pouvoir la référencer directement dans Google Maps, mais surtout, on va pouvoir mettre en place une stratégie de géolocalisation en termes de référencement, en optimisant chacune des pages avec le mot-clé associé à la localité. Là aussi, je vous invite à vous rendre sur schema.org et notamment sur Place pour intégrer les riches snippets, et ce qui permettra là aussi de faire remonter ces pages de résultats. Donc ça, ouais, c'est vraiment l'exemple qu'on rencontre, je dirais, le plus régulièrement, c'est de ne pas avoir de landing page par agence et de laisser simplement une boîte de moteur de recherche, mais qui ne pourra pas être utilisée par Google. En termes de critères d'optimisation, je vais vous donner rapidement le secret, enfin les trois principaux secrets en termes d'optimisation du référencement dans Google Maps. Le premier secret, c'est surtout de ne pas chercher à suroptimiser votre fiche Google Maps. C'est-à-dire que quand on fait le référencement dans Google Maps, on peut indiquer le nom de l'entreprise, la description, la catégorie, j'en passe et des meilleurs. Ce n'est pas les optimisations sur Google Maps qui permettent d'optimiser le référencement, et je vais vous montrer juste après. Première étape, elle va consister à récupérer la paternité de votre fiche. Donc pour ça, allez dans Google+, tapez le nom de votre entreprise et vous avez un lien en bas à droite qui vous permet donc de modifier les informations concernant votre fiche et Google vous proposera trois méthodes. Donc soit il vous passe un coup de téléphone, soit il vous envoie un SMS, soit vous lui demandez de vous envoyer un courrier dans lequel vous allez avoir un code PIN à 4 chiffres que vous devrez indiquer dans Google Plus local pour récupérer la paternité de votre fiche. Les trois astuces en termes d'optimisation d'une fiche Google Plus locale, faut le temps de s'habituer à ce nom-là. La première des choses, c'est d'inciter vos visiteurs à laisser des commentaires sur votre fiche. Google a toujours démenti le fait que plus une fiche a des avis de consommateurs, plus cette fiche va remonter dans les classements. Nous, on le sait.
Et le fait qu'une fiche ait des avis, bah forcément, ça va la faire remonter et ça va être d'autant plus vrai avec l'intégration dans Google+. Deuxième critère qui est très important, c'est de penser à inclure toujours le même numéro de téléphone, la même adresse, le même code postal, la même ville dans toutes les diffusions que vous avez sur le web par rapport au nom de votre entreprise et à votre établissement. Si Google voit des numéros de téléphone différents, des codes postaux différents ou des villes différentes, eh bien, il va perdre confiance dans la véracité des informations. Donc, ce qui est important, c'est bien toujours de répercuter les mêmes informations ou de faire les mises à jour de ces informations entre ce que vous avez donné sur votre fiche Google Maps et ce qui peut exister sur le web. Troisième critère, ça va être de générer des liens depuis la localité sur laquelle vous vous trouvez. On le sait, Google va accorder plus d'importance à votre fiche si vous êtes situé à Bordeaux, si vous avez des liens qui viennent de sites qui sont eux-mêmes, qui font autorité sur la ville de Bordeaux. Donc pour ça, ne pas hésiter à contacter tous les sites locaux qui peuvent vous entourer, les CCI, les mairies, les associations locales et les annuaires locaux, en leur demandant de mettre en place donc des encres de liens qui soient géolocalisés. Ça veut dire qui inclut le nom du produit, le nom du service associé au nom de la ville, le département ou la région sur laquelle vous voulez vous référencer. Dernier élément, juste pour information, mais c'est des avancées assez intéressantes. Google met à disposition des statistiques qui permettent de voir combien de fois une fiche Google Maps a été vue, combien de fois elle a été cliquée, et de voir également quels sont les mots-clés qui ont été utilisés pour trouver cette fiche-là. Quatrième canal possible à utiliser en termes de référencement, il concerne le référencement des produits. Donc Google a mis en place, a lancé un comparateur de produits juste avant de lancer Google Panda, qui notamment a sanctionné pas mal les comparateurs de prix. Donc la soumission, et vous aurez le lien direct, la soumission donc du catalogue produit sur un site e-commerce se fait au format XML en passant par le Google Merchant Center. Et il y a deux évolutions récentes sur Google Shopping. Une en fin de l'année dernière, c'est le lancement du Google Shopping local, où là vous avez la possibilité, en plus de vos produits, de rajouter la géolocalisation. Et comme on le voit sur la capture d'écran, eh bien Google, sur un aspect local, va afficher à la fois donc les produits, les meilleurs prix, mais aussi en fonction des magasins qui se trouvent le plus proche de la recherche de l'internaute. Deuxième évolution et non des moindres, c'est que Google Shopping était gratuit jusqu'à maintenant, et il va passer en mode payant à partir de 2012-2013. Donc profitez-en encore tant que c'est gratuit pour aller faire les soumissions. Il est vraisemblable qu'en France, alors aux États-Unis c'est annoncé au mois d'octobre la mise en place de la solution payante. En France, comme on a toujours un décalage, c'est vraisemblablement entre la fin de l'année et début 2013 que le modèle deviendra payant. Payant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on va payer aux enchères le trafic généré par Google Shopping. Si vous vous inscrivez sur Google Merchant Center avant le 15 août, dans sa grande bonté, Google vous offrira $100 à dépenser avant la fin de l'année. Après, ça va commencer à coûter beaucoup plus cher. Cinquième canal qui peut être utilisé en termes de référencement, il concerne cette fois le référencement d'actualité et le référencement dans Google News. Pour ça, il y a deux manières aujourd'hui pour se référencer dans Google Actualité. La première, et qui est la plus longue et la plus complexe, je dirais, à mettre en œuvre, elle consiste à mettre à disposition, créer un blog ou un site avec un rythme de publication extrêmement important, et puis de montrer à Google que vous êtes plusieurs auteurs sur ce site-là, et vous pouvez après faire une demande de soumission à travers le lien que je vous ai ajouté. Il y a quelques critères techniques qui sont assez surprenants en 2012, mais qui restent d'actualité pour Google. Pour être référencé dans Google Actualité, les URL
doivent contenir 3 chiffres minimum. Ces 3 chiffres ne peuvent pas être la date de publication, et ces 3 chiffres qui permettent à Google d'identifier le caractère unique d'une URL, donc il a besoin qu'on lui passe un numéro ID. Ensuite, il y a en termes de critères le fait d'insérer une image, mais de ne pas faire de lien sur l'image pour que cette image puisse s'afficher dans Google Actualité. Et il faut être aussi extrêmement vigilant sur le fait que les URL ne doivent pas changer, où là aussi il faut garder une certaine stabilité pour être bien référencé dans Google News. Et vous avez plus que la possibilité, là c'est ultra recommandé, de mettre en place un sitemap en respectant tous les critères qui vous seront donnés dans cet exemple. Donc ça c'était la première démarche, mais qui est la plus difficile, mais la plus efficace à moyen terme et à long terme. Maintenant, si vous voulez bénéficier d'une visibilité à court terme dans Google Actualité, la première démarche, c'est de diffuser de vrais communiqués de presse. J'insiste sur vrai, je l'ai mis en gras, j'aurais même dû le mettre en rouge, parce que si vous ne l'avez pas déjà lu, vous allez le lire de manière importante dans les jours et dans les semaines à venir. Google a pénalisé, donc là pour le coup il a vraiment pénalisé les pseudo-sites de communiqués de presse qui étaient utilisés par les référenceurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un excès extrêmement important. La logique c'était quoi? C'est qu'il y a des pseudo-plateformes de communiqués de presse. Je dis pseudo parce qu'en fait elles n'ont jamais ressemblé à des plateformes de communiqués de presse. C'était juste des CMS WordPress qui étaient mis en ligne et sur lesquels on pouvait diffuser des articles. Le but du jeu c'était quoi? C'était d'écrire des articles qui étaient même très peu intéressants, d'insérer des liens dans ces articles-là, de multidiffuser les articles sur plein de plateformes de CP, et tout ça pour créer du lien vers le site à référencer. Google a dit on arrête les bêtises de ce côté-là. Par contre, parce que nous on continue de le faire, diffuser des vrais communiqués de presse avec une vraie actualité par rapport à un produit, par rapport à un service, par rapport à de nouvelles fonctionnalités, une nouvelle version d'un site web, que sais-je, ça c'est pas condamné par Google, et faut faire attention aux effets d'annonce, parce que là je vois passer sur Twitter, Google pénalise les plateformes de communiqués de presse pour cause de spam. Non, Google pénalise les sites de spam de communiqués de presse parce qu'ils font du spam. C'est-à-dire que Catégorie.net, qui est une des plateformes la plus utilisée par les journalistes, n'a pas été pénalisée et ne sera pas pénalisée par Google. Deuxième aspect, donc optimiser vos communiqués de presse selon les critères du référencement naturel, et puis vous pouvez aussi diffuser vos communiqués auprès des journalistes et des blogueurs. Je vais être obligé de passer rapidement. Vous aurez la présentation. Ça, c'est une technique en fait pour trouver des mots-clés qui vont vous permettre d'identifier quels sont les sujets tendances. Vous connaissez sûrement l'outil Google Insight qui permet de comparer des tendances de recherche d'un mot-clé par rapport à un autre. Eh bien, il y a une petite astuce qui consiste en fait à ne pas ajouter de mots-clés, et vous demandez à Google Insight de vous donner sur les 7 derniers jours quelles sont les tendances. Et là, ça vous permettra de voir où est-ce qu'il y a de plus en plus, où est-ce qu'il y a un volume de recherche important sur les 7 derniers jours, et de produire du contenu en conséquence. On utilise également les hashtags pour nos clients pour suivre là aussi les nouvelles tendances et produire du contenu frais, du contenu original pour bénéficier justement d'une visibilité dans Google Actualité. J'en termine avec le dernier levier. Je vais passer rapidement sur la définition. Entre connaisseurs, je pense que vous les connaissez. Donc le SEO pour le référencement naturel, le SMO pour tout ce qui concerne la diffusion de contenu et l'implication dans les conversations sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc il y a une vraie interaction entre les deux. Il y a un vrai intérêt à développer la synergie entre le référencement social et le référencement naturel. Est-ce que vous avez entendu parler du EdgeRank ? Parce que donc on a le PageRank sur Google et on a le EdgeRank qui est effectivement quelque chose de peu connu, qui est tout simplement l'algorithme qui est utilisé par Facebook, et c'est peu connu en réalité. Un contenu qui est diffusé par Facebook ne va pas être affiché à l'ensemble des fans d'une page. Facebook en réalité va analyser les relations que vous avez avec vos utilisateurs, ceux avec qui, donc avec vos amis sur Facebook, et ceux avec qui vous interagissez le plus pour diffuser certains contenus dans leur timeline. Mais il ne faut pas imaginer que
parce qu'on a diffusé un contenu sur une page fan, que ce contenu-là va être automatiquement diffusé auprès des 5000 ou 10 000 fans, et vous avez un outil, le EdgeRank Checker, qui vous permettra de mesurer cet impact du EdgeRank. Autre critère qui est pris en compte donc en termes de référencement social sur Google, c'est tout ce qui concerne donc les retweets, les j'aime et presque les +1, parce que aujourd'hui, d'après les tests qu'on a réalisés, ce qui a vraiment un impact, c'est tout ce qui concerne les retweets et tout ce qui concerne le bouton j'aime. Et sur le bouton +1, il y a encore peu d'interactions qui sont prises en compte par Google. Ce qui compte par contre pour Google aujourd'hui, c'est tout ce qui va concerner, j'en parlais tout à l'heure, de la réputation d'un contributeur, et à travers l'Open Graph, eh bien aussi bien Facebook que Google sont capables de déterminer quelles sont les relations que vous avez avec votre cercle social, avec qui vous interagissez le plus. Vous aurez, il y a une petite application qui est sympa à utiliser qui s'appelle Touch Graph sur Facebook, qui vous permettra de visualiser finalement votre cercle social et de voir les gens avec qui vous êtes le plus en relation. À partir de ces données, eh bien Google est capable de déterminer si effectivement vous êtes influent dans un secteur d'activité. Par exemple, moi dans le domaine du référencement, il est évident que Google a cartographié les échanges que j'ai aussi bien sur Twitter, alors Facebook j'y suis pas, mais aussi enfin sur Twitter ou sur Google+, pour réussir à déterminer si j'ai une certaine autorité, une certaine réputation et influence dans le domaine du référencement. Et en fonction de ces analyses, eh bien il va être capable dans l'avenir de plus en plus de déterminer le classement des sites que j'administre ou le classement des articles. Je passe rapidement, je vous laisserai en prendre connaissance rapidement. Retenez simplement que pour gagner en visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, et parce que, en l'occurrence sur Twitter, on est limité en termes de caractères, et bien effectivement, chaque mot va compter, et c'est important aussi d'avoir cette logique de mots-clés quand on écrit un statut sur Facebook, quand on écrit un tweet, parce que ça permettra à votre message d'être plus facilement retrouvé à travers le moteur de recherche Facebook ou le moteur de recherche de Twitter. Pour en terminer, la dernière évolution qui nous attend et qui fait un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, c'est Google Search Plus Your World, donc qui est déployé aux États-Unis et qui n'est pas encore déployé en France. Demain, les pages de résultats de Google vont ressembler à ça. On va avoir des résultats Google Plus qui vont apparaître juste en dessous de la barre de recherche. On va avoir les articles de nos amis qui vont être remontés en termes de personnalisation dans les résultats naturels. Et puis on va avoir l'arrivée de recommandations de la part de Google, de personnes ou de pages à suivre. Ce qui fait qu'effectivement, ça laisse de moins en moins de place aux résultats naturels, sur laquelle les bagarres vont être de plus en plus importantes. Autre exemple en termes de pages de résultats, donc là c'est des captures que j'ai fait sur notamment sur google.com, où on peut se poser la question de la pertinence de ces évolutions de la part de Google, dans le sens où, et c'est une question qu'on pose, c'est voilà, y a-t-il pas un risque à terme que on se retrouve en fait dans un bocal en termes d'informations et qu'on ait les informations qui ont été appréciées par nos amis qui vont remonter sur les pages de résultats Google, les photos qu'ils ont appréciées, les actualités qu'ils ont aimées, les articles qu'ils ont aimés, etc. Et ce qui risque de créer une sorte d'appauvrissement en termes de richesse d'informations. En tout cas, voilà, moi personnellement, sur les tests que j'ai faits, quand je tapais référencement sur google.com, je me retrouvais avec les photos que j'avais diffusées ou que des membres de mon équipe avaient diffusées et des photos nous concernant. Ben, je m'en fous de les retrouver. Ces photos, je les connais déjà puisqu'elles nous concernent. Je retrouvais les articles qu'on avait diffusés. Ben, j'aurais bien voulu découvrir des nouveaux articles plutôt que de rester dans ce filtre de bulles, comme l'appelle Elie Pariser. Et je vous invite à aller regarder ce qu'il dit à ce sujet et ce que nous cache l'Internet, parce que toutes ces évolutions, notamment au niveau des réseaux sociaux, vont peut-être un petit peu trop loin, et avec ce risque de rester finalement à tourner en rond dans notre bocal et d'avoir une information qui soit dirigée par Google et qui ne soit plus forcément objective. Hop. C'est la
toute dernière slide, voici les types de dispositifs qu'on recommande aujourd'hui. On fait le référencement du site sur tous les canaux qu'on a vus à partir du moment où le client a une légitimité, images, vidéos, photos. On diffuse ces contenus sur les différentes plateformes, YouTube, SlideShare, catégorie Netflix et compagnie. Ensuite, on recommande à nos clients, mais systématiquement aujourd'hui, pour nous, c'est un indispensable de mettre en place un blog, parce que ce blog va nous permettre d'avoir une communication qui va être moins corporate et moins commerciale que sur le site qu'on a référencé au départ. Et ce blog va nous permettre de pouvoir s'engager dans les discussions, et notamment sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on utilise la popularité générée par le blog et le trafic généré par le blog pour renvoyer cette popularité et le trafic vers le site principal pour améliorer le référencement dans son ensemble. Donc voilà pourquoi on parle de référencement multicanal et qui va effectivement bien au-delà de l'optimisation de quelques balises. Et c'était un petit peu voilà, le sens de ma présentation pour permettre d'ouvrir un petit peu plus les perspectives du référencement naturel. Voilà, si vous voulez recevoir la présentation, vous pouvez donc m'envoyer un mail sur question@première-position.fr et n'hésitez pas à échanger, à se connecter sur les différents réseaux sociaux. Voilà, merci de votre attention. Ouais. On peut prendre une ou deux questions si vous voulez. Après, sinon, il y a le cocktail qui est dressé. C'est comme vous voulez. Oui, je voulais juste poser une question. Vous parliez tout à l'heure de l'effet Twitter sur finalement une URL, sur son importance. Mais quid de tout ce qui était réécriture automatique, les Bitly, Echo, il faut que ça soit l'URL soit en propre ou comment Google gère ça? Le plus important, c'est surtout que ces services en fait mettent en place des redirections de type 301. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les services, enfin les raccourcisseurs d'URL. Certains utilisent des redirections en 302, donc qui sont des redirections temporaires. Et pour que ce soit compatible, un peu plus compatible d'un point de vue du référencement naturel, il faut vraiment privilégier les raccourcisseurs d'URL qui sont en 301. Mais au-delà de ça, ce que Google regarde avant tout, c'est vraiment le nombre de citations et le nombre de retweets, ce qui fait que même si les liens sont en nofollow, même si on n'a pas une redirection 301, c'est plutôt le nombre de citations et la réputation des gens qui ont retweeté le message qui va permettre de le faire remonter. Maintenant, à tout prendre, si vous pouvez choisir un service avec une redirection 301, ça sera toujours mieux. Et vous avez des exemples en 301 le raccourcisseur de Google est en 301. Après, nous, on a mis en place, alors comment il s'appelle? On a mis en place notre propre raccourcisseur parce qu'il y a un script open source qui le fait et qui le gère très bien. J'ai plus le nom, enfin je pourrais le retrouver. Oui, voilà, Yours, ouais, exactement, qui est super simple à configurer. Vous pouvez le configurer sur un domaine, donc vous pouvez acheter un nom de domaine court, vous configurez Yours, et vous avez un outil qui va vous donner des statistiques sur le nombre de clics générés de tous les liens que vous avez diffusés. Et en plus de ça, c'est une redirection en 301. Donc c'est vrai que c'est un des services qu'on recommande en tout cas, qui est vraiment bien pour ça. D'accord, merci. Très bien, bon appétit, bon cocktail à tous.